Coloniser et conquérir les peuples dès le XVIIIe siècle va de pair avec la colonisation de la nature. En aménageant des jardins botaniques aux quatre coins du monde, les pouvoirs européens cherchent autant à exploiter qu'à comprendre la flore qui les entoure. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historienne Marine Bellego à faire l'histoire des jardins botaniques. Bonjour. Le monde entier dans mon jardin. Voici assurément l'un des plaisirs souverains les plus universels, qui consiste à embrasser d'un même regard l'exubérante diversité d'espèces qu'on a su rassembler en un seul point de la Terre. Ce fut longtemps l'apanage des rois, en leur palais. Au XIXe siècle, les empires coloniaux relancèrent cette ambition d'acclimater les beautés de la nature à la gloire du conquérant, qui naturalise sa domination en donnant à voir sa capacité d'ordonner la variété du vivant. L'histoire des jardins botaniques a partie liée, on l'aura compris, avec celle de la colonisation. Elle n'en est pas seulement le symbole, mais le laboratoire, puisque coloniser les plantes et travailler à en disséminer de nouvelles espèces, c'est se préparer à enraciner l'Empire. Tel est le titre de la thèse que Marine Bellego, historienne des sciences naturelles et du fait colonial, a consacrée au jardin botanique de Calcutta, qui fut au cœur de l'Empire britannique des Indes. C'est là que nous partons en sa compagnie. Notre histoire commence en Inde, plus précisément à Calcutta et plus précisément encore aux abords du fleuve Hoogli, où se situe le jardin botanique de la capitale de l'Empire britannique des Indes. Nous sommes le 5 octobre 1864 et cette nuit-là, un cyclone frappe le delta du Gange. Sur ces photographies, prises quelques heures après le désastre, des hommes, colons et colonisés, contemplent l'ampleur des dégâts. Ce qu'ils regardent et ce qu'ils photographient par la même occasion, ce sont des plantes arrachées et des arbres déracinés. On aurait pu faire le tour des empires pour s'arrêter sur d'autres jardins botaniques. Celui de Calcutta incarne l'intersection d'un territoire, celui de l'Inde colonisée, et d'un pouvoir, celui de l'Empire britannique. Créé en 1787, ce jardin que l'on dit botanique, mais aussi justement d'acclimatation, a permis l'implantation en Inde d'espèces extérieures qui, nous le verrons, font partie intégrante de l'histoire de la colonisation. Arrêtons-nous sur un détail, devenu le symbole de l'Empire britannique. Le jour du cyclone, vers l'ouest du jardin, un arbre unique a été presque épargné. Un arbre gigantesque, grand comme une forêt, que l'on appelle le grand banyan. Spécimen rare de Ficus bengalensis, ce banyan au tronc unique et aux multiples branches est resté debout. Ces deux images, prises devant et sous cet arbre unique, nous racontent une autre histoire, celle d'un face-à-face colonial. La première nous montre des Indiens devant le grand banyan, lorsque la deuxième nous donne à voir un Britannique se reposant à l'ombre de l'arbre. Deux mondes qui se rencontrent tout en restant à distance. Quelle place occupent les jardins botaniques dans la conquête coloniale ? Il n'est pas anodin que cet arbre, au cœur du jardin botanique de Calcutta, soit devenu en Inde l'un des symboles de l'Empire. Le premier objectif des jardins botaniques, hors des métropoles, est d'assurer l'approvisionnement des navires en fruits et légumes frais lors de leurs escales lointaines. Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la création de jardins botaniques accompagne l'expansion coloniale des puissances européennes. Ces jardins jouent un rôle économique, celui de permettre aux puissances coloniales d'orchestrer l'exploitation des ressources végétales à divers endroits du globe en les acclimatant là où la main-d'œuvre est abondante. Les épices, le cacao, le café, le coton, puis le thé et l'opium font l'objet d'expériences et de tentatives d'acclimatation dans ces jardins. Avec le recentrage des intérêts commerciaux britanniques vers l'Asie du Sud-Est, de nombreux jardins créés dans cette région, à Ceylan, à Bombay, à Singapour, prennent de l'importance. Et c'est finalement le jardin de Calcutta, fondé en 1787, qui devient la plus grande institution botanique hors de la métropole. Au cœur de ce vaste réseau de jardins et coordonnant leurs entreprises,
on trouve Kew Gardens, à l'ouest de Londres, géré à partir des années 1840. Kew Gardens devient l'un des principaux moteurs des circulations de naturalistes, de graines et de plantes à l'échelle de l'Empire et du monde. Les jardins botaniques jouent un rôle déterminant tant dans la mise en savoir des plantes que dans leur exploitation. Dans l'histoire impériale, savoir et pouvoir sont indissociablement liés. Quelques jours après le cyclone de 1864 ayant dévasté une partie du jardin botanique de Calcutta, un certain Mendes, propriétaire d'un journal anglophone, déplore les dégâts. Il écrit que, parmi les pertes les plus sévères, il faut compter la précieuse collection de plantes en provenance de toutes les parties du globe, conservées avec tant de soin et d'attention. Dans le monde colonial, la botanique, l'acclimatation et la collection des plantes est à la fois un enjeu scientifique, mais aussi et surtout économique. Dans le jardin de Calcutta, on cultive et exploite du thé et de l'opium à des fins purement économiques, alors même que ces plantes ne proviennent pas de l'Inde. Ainsi, coloniser le monde, c'est aussi coloniser la nature, avec et contre elle. On peut faire l'histoire de la colonisation en suivant des plantes, leur parcours et leur signification. Prenons cet arbuste, par exemple le quinquina. Ce petit arbre originaire d'Équateur a accompagné une part de l'histoire coloniale. Lorsque les Européens apprennent, grâce aux Indiens d'Amérique, que la quinine, présente dans l'écorce de cet arbuste, est un remède inégalé contre les fièvres tropicales comme le paludisme, sa production devient un enjeu impérial déterminant. Le but est simple. En récupérant des plants de quinquina dans les Andes, en les déplaçant et en les acclimatant dans leurs empires respectifs, les puissances coloniales peuvent lutter contre le paludisme et intensifier leur conquête dans des territoires qui leur étaient jusque-là hostiles. Et voilà comment la colonisation d'une plante facilite la colonisation du monde. À l'époque dite du haut impérialisme, le jardin joue un rôle déterminant et très concret dans plusieurs aspects de l'administration coloniale. Chaque année, des dizaines de milliers de plantes sortaient des pépinières, expédiées dans leur grande majorité à Calcutta et ses environs. On voit sur cette photographie, datant de la fin du XIXe siècle, des employés du jardin, dont des enfants, occupés à trier les graines pour les envoyer. Cette autre photographie montre des employés du jardin occupés à préparer les plantes dans le but de les envoyer par bateau. Au cœur du jardin se trouve l'herbier, où l'on conserve des spécimens de plantes qui sont au cœur de l'activité taxinomique. Vous voyez ici des employés indiens du jardin occupés à monter des spécimens de plantes sur des feuilles de papier. Et en effet, lorsque l'on pense aux spécimens, on imagine spontanément des plantes séchées, aplaties et étiquetées. Leur nature était pourtant variée, comme en témoignent ces spécimens de bois qui nous ont été prêtés par le Muséum national d'histoire naturelle. Ils ont été prélevés à Calcutta, puis envoyés à Paris, témoignant des circulations d'objets entre institutions scientifiques. L'acajou, que vous voyez ici, et le teck étaient des espèces de bois très prisées dans la sphère coloniale. Le teck, réputé imputrescible, servait notamment à construire des navires. La tentative d'en acclimater à Calcutta fut un échec. Les arbres y poussaient, mais leur bois était inutilisable. Mais comment les végétaux voyagent-ils de Londres à Calcutta? Comment transporte-t-on toutes ces plantes, ces boutures, ces graines et ces arbres qui parcourent le monde à cette époque coloniale? Comme souvent, de petits objets apparaissent pour faire face à de nouveaux enjeux techniques. Avec l'accélération des circulations des plantes au XVIIIe siècle et pour éviter les pertes dues au risque des transports et aux fléaux liés aux moisissures, un médecin londonien, Nathaniel Bagshot Ward, invente une petite caisse de voyage dans les années 1820. Cette caisse, dite de Ward, fonctionne comme une petite serre miniature. Dotée de parois en verre, on pouvait placer le végétal dans un écrin de terre. Ainsi, l'humidité se condense sur les parois, puis retombe directement, créant une sorte de microclimat capable d'emporter avec la plante l'air du pays d'origine.
Expérimentée pour la première fois en 1833 lors d'un trajet maritime de Londres à Sydney, la caisse de Ward connaît un grand succès, comme nous le montre cette archive où Sir William Hooker se félicite de toutes les plantes vivantes reçues pour le Jardin royal de Londres grâce à ces petites boîtes ingénieuses. Examinons la carte du jardin qui accompagnait le guide paru en 1895. Le grand banyan y figure bien sûr en bonne place. Le banyan est même la seule espèce végétale qui figure sur la carte. Ce qu'on y voit principalement, ce sont des routes, des lacs et des bâtiments. Cette carte montre un espace en apparence parfaitement ordonné. Le visiteur idéal à qui s'adresse le guide et la carte réalise un parcours à travers l'histoire de la botanique définie comme une science exclusivement occidentale. Les routes, comme de nombreuses plantes d'ailleurs, portent le nom de botanistes européens. Il est intéressant de voir les éléments que cette carte met en valeur et d'envisager précisément ce qu'elle ne montre pas. Les nombreux travailleurs indiens doivent en théorie rester invisibles. Ils sont logés aux confins du jardin, dans ce qu'on appelle les coolie lines, des habitations précaires éloignées des sentiers fréquentés par les visiteurs. Les traces de ces gardiens et des travailleurs en général sont peu nombreuses dans les archives officielles. Pour avoir accès à des informations éparses les concernant, il a fallu une sorte d'accident, des documents conservés en vrac dans un bâtiment abandonné du jardin et découverts presque par hasard. Dans cette salle d'un bâtiment abandonné se trouvaient de nombreuses correspondances témoignant de la vie quotidienne du jardin à la fin du XIXe siècle. Ces documents nous renseignent sur les fortes hiérarchies qui structuraient la main-d'œuvre, avec d'énormes écarts de salaire entre les coolies, travailleurs manuels, et les copistes, qualifiés intellectuellement. Le tout petit monde des botanistes et jardiniers expatriés était également marqué par des inégalités structurelles et de violentes rivalités. Meetings were held between Hindu and Muslim leaders. Mahatma Gandhi, great symbol of Indian independence, spoke for Hindu India. Muhammad Ali Jinnah was the Muslim leader in the fight for the independence of Pakistan. Pandit Nehru succeeded to the leadership of Hindu India on the death of Gandhi, and under his leadership, the independence of India was proclaimed on August 15, 1947. India became an independent republic in the British Commonwealth. Millions of Indians, led by Prime Minister Nehru, celebrated the independence of this great nation. Au lendemain de l'indépendance de l'Inde en 1947, après le départ définitif des Britanniques, les jardins de Calcutta s'ouvrent à la population indienne. Ce monde colonial, que l'on peut voir représenté ici sur ce tableau de William Simpson en 1859, a bel et bien disparu. Si le Grand Banyan accueille encore aujourd'hui les touristes de passage, ce tableau semble nous parler d'un non-dit, d'une autre évidence qui structure l'histoire de la colonisation. Ce sont bien les colons, celles et ceux qui venaient d'ailleurs, qui, même à l'ombre des grands arbres multiséculaires, n'ont jamais pu s'acclimater aux lieux dont ils exploitaient la nature. Il est d'usage de dire qu'aujourd'hui, l'ancien jardin botanique de Calcutta n'est plus guère qu'un parc public, dont le rôle savant et économique a disparu. Le Grand Banyan, qui continue de croître, hier symbole de l'Empire, reste l'attraction principale du jardin. Les bâtiments semi-ruinés témoignent de plusieurs strates historiques et d'usages divers continuant à faire signe vers le passé colonial du lieu, mais aussi vers d'autres passés. Écrire une histoire de ce jardin a nécessité de s'y promener, d'y habiter, et aussi de s'y perdre, comme cet espace à la fois guidé et sauvage semble nous y inviter. C'est entendu, il y a bien une histoire coloniale des jardins botaniques, qui de Londres à Calcutta, en passant par Berlin et Paris, dessine l'archipel des savoirs naturalistes. Savez-vous qu'en 1793, le Muséum d'histoire naturelle, héritier de l'ancien jardin royal des plantes, précède le Louvre, dans l'ambition révolutionnaire d'exprimer la régénération de la nation
par la collecte des essences et des connaissances. Il y constitue ce que Pierre-Yves Lacour a appelé dans son livre, paru en 2014, la République naturaliste. Il y montre notamment comment Paris devient capitale des savoirs naturalistes à la faveur d'une politique systématique de confiscation des collections et des spécimens, notamment aux Pays-Bas. On n'en sort décidément pas. L'histoire naturelle est bien une histoire de circulation, d'échange et de mélange, mais aussi de pouvoir et de prédation. Au revoir.